Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 26 février 2025, épisode 204. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France, en partant vers le campus cyber. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA ajoute 2 vulnérabilités exploitées à son catalogue Kev. Linux, une vulnérabilité critique dans Grub, faille critique dans Sliver C2 Server, outils de déverrouillage des licences Microsoft mises en circulation par des hackers, 5 campagnes de malware actives en ce début 2025, la NSSI publie son état de la menace sur le cloud computing. Je réponds enfin à une question d'un auditeur sur la publication de l'état de la menace publié par la NSSI. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de cet épisode, ainsi que dans la newsletter hebdomadaire de Radio Cessort. Abonnez-vous. La CISA a intégré 2 nouvelles failles dans son catalogue des vulnérabilités activement exploitées, la CVE 2024-49035, qui est une vulnérabilité de contrôle d'accès dans Microsoft Partner Center, qui permet potentiellement un accès non autorisé. Et la seconde, la CVE 2023-34192, une faille de type Cross-Site Scripting, une XSS, affectant Synacor Zimbra Collaboration Suite, le fameux ZCS. Donc il faut patcher. Une vulnérabilité critique a été découverte dans le chargeur d'amorçage Grub 2, c'est la CVE 2025-690. Elle pourrait permettre à un attaquant possédant un accès physique d'exécuter du code arbitraire et de contourner le secure boot, compromettant ainsi l'intégrité du processus de démarrage des systèmes Linux. Bref, si vos machines Linux ou si vos serveurs sont dans des data centers qui sont des passoires, vous êtes un peu dans la misère. Le programme provient d'un dépassement de mémoire dans la gestion des entrées clavier. En exploitant un dépassement d'entier, un attaquant peut provoquer une écriture hors limite dans le tas, modifier potentiellement la structure mémoire de Grub et manipuler les routines de validation de signature. Les systèmes concernés sont essentiellement la Red Hat Enterprise Linux, la RHL9, dans le Grub 2 package, la Red Hat OpenShift Container Platform 4, les versions antérieures de Red Hat, les RHL 7 et 8, restent vulnérables mais ne sont plus prises en compte officiellement. Aucune mitigation fiable n'est actuellement disponible, bien que le durcissement des contrôles d'accès physique soit recommandé, en attendant un correctif toujours d'après Cybersecurity News. Bon, concrètement, si quelqu'un a accès à vos pétoires et peut faire ce genre de manip, votre sujet, c'est pas Grub, en fin de compte. C'est plus. Une faille critique de type Server-Side Request Forgery, SSRF, sur la CVE 2025-27090 affecte Sliver C2, un framework open source utilisé par les Red Team et les acteurs malveillants. La faille permet aux attaquants d'exploiter les mécanismes de gestion des sessions d'implants et des tunnels de communication pour établir des connexions non autorisées. L'exploitation repose sur une manipulation des Protoss Handlers de Silver forçant le serveur C2 à établir des connexions sortantes non contrôlées. Les versions impactées sont la version de Sliver C2 version 1.5.26 à la 1.5.42, ainsi que les versions en pré-release antérieures au commit OF340A2. Un correctif a été publié sous Sliver 1.5.43. Les administrateurs sont invités à mettre à jour immédiatement et à auditer les infrastructures de staging pour identifier d'éventuelles connexions suspectes. On ne réfléchit pas, on patch. Le groupe Massgrave a publié une mise à jour dans son outil Microsoft Activation Script, le MAS 3.0, introduisant la technique TS-Forge Activation. Cet outil permet d'activer Windows et Microsoft Office sans clé de licence valide, contournant ainsi le système de protection de Microsoft. TS-Forge modifie les fichiers data.det et tokens.det pour injecter de fausses informations, permettant une activation permanente et illimitée. L'outil fonctionne sur Windows 7 à 11, de Windows Server 2008 R2 à 2025 et Microsoft Office 2013 à 2024. Microsoft n'a pas encore réagi, mais l'utilisation d'outils d'activation non autorisés constitue une violation des conditions d'utilisation, expose les utilisateurs à des sanctions légales et des risques de compromission, toujours d'après Security News. Franchement, c'est pas la bonne idée parce que vous allez avoir des logiciels qui vont circuler sous le manteau, qui vont avoir des backdoors. Donc, certains pensent que c'est des outils intéressants. C'est vraiment des outils illégaux à ne pas utiliser. Mais il faut savoir que ça existe. Je reviens sur 5 familles de malware qui ont marqué ce début d'année 2025 grâce à un article de The Hacker News. La première campagne, la Net Support Rat, c'est un Remote Access Trojan,
qui permet de faire des injections de fausses pages CAPTCHA incitant à exécuter un script PowerShell. Elle va permettre un contrôle à distance, faire du vol de données, du keylogging, donc d'enregistrer toutes vos frappes clavier et d'exécuter des commandes arbitraires. En plus, elle a une persistance qui permet de modifier la clé de registre et d'utiliser des tâches planifiées. C'est la première campagne. Elle est sympa, mais la deuxième est beaucoup plus intéressante. C'est Links from Somewhere as a Services. Ça fonctionne sur un modèle RAS avec un partage de 80% des rançons pour les affiliés. Vous voyez, un programme d'affiliation. Exfiltration préalable des données avant chiffrement, recensement impliqué dans l'attaque de Brown Hurley en Australie, de Hunter Thomann Fisher LLC aux États-Unis. La troisième campagne, c'est Asyncrat et Tunnel Try Cloudflare. Ça permet de déployer via des emails de phishing qui contient des liens Dropbox, exploite des scripts en PowerShell et JavaScript pour télécharger un chargeur Python. Utilisation de Try Cloudflare pour masquer des connexions au C2. La quatrième campagne, Luma Stealer. Distribution via GitHub Release pour éviter la détection, vol des identifiants, les cookies et les portefeuilles de crypto-monnaies capables de télécharger et d'exécuter d'autres logiciels malveillants. Et enfin, la cinquième, la Invisible Ferret, qui, elle, va se déguiser en outil professionnel dans de fausses offres d'emploi, va exploiter des scripts Python offusqués pour exfiltrer des données sensibles et du code source. C'est à lire, c'est instructif, ça nous donne une belle cuvée 2025 en préparation au niveau malware. La NSSI a publié son état de la menace sur le cloud computing. Elle met en garde contre l'augmentation des cyberattaques ciblant les infrastructures cloud et les menaces identifiées vont inclure l'exploitation des vulnérabilités des équipements de bordure, mauvaise configuration et permissions excessives, latéralisation des attaques, utilisation malveillante du cloud comme infrastructure d'attaque, et ainsi que elle va proposer des recommandations, privilégier les offres certifiées SecNum Cloud pour les données sensibles, renforcer le cloisonnement des systèmes d'information, améliorer la supervision des infrastructures cloud pour détecter toutes les activités suspectes. La NSSI souligne dans ce rapport la nécessité pour les entreprises d'adapter leur stratégie de sécurité face à l'évolution des menaces cloud. C'est un document qui est très intéressant et ce qui va m'amener à une question d'un auditeur qui m'a été envoyé par SMS, c'est une première, sur le répondeur de Radio CSERT. Et il n'a pas souhaité donner son identité. Que pensez-vous de la publication de la NSSI sur l'état de la menace cloud? Je vais répondre à la question de cet auditeur anonyme par le fait que je ne me permettrai déjà de ne pas donner un avis sur un document de la NSSI, qui a produit dans le cadre présent un document qui est vraiment de qualité sur un état de la menace, et c'est bien un état de la menace, c'est un rapport, mais on est plus sur un état de la menace avec des recommandations, des explications extrêmement claires. Cela n'a aucun sens et encore moins d'intérêt de faire du bashing sur ce type de rapport. Il y a plus d'experts sur les réseaux sociaux qui seront ravis de donner leur avis. Mais je vais répondre sur le fond sans filtre. J'ai dévoré les 46 pages du rapport et c'est vraiment pas mal du tout pour un état de la menace qui s'adresse à des personnes expérimentées ou non dans le domaine de la cybersécurité. Ce rapport de la NSSI met en lumière des menaces croissantes qui pèsent sur les environnements cloud, qu'ils soient publics, privés ou hybrides. Ces menaces concernent autant les fournisseurs de services cloud, ce qu'on appelle les CSP, que leurs clients, et englobent des attaques lucratives, d'espionnage, de déstabilisation. L'étude s'attarde également sur la responsabilité partagée entre les CSP et leurs clients, soulignant les risques liés aux mauvaises configurations, aux vulnérabilités exploitées et accès non maîtrisé. Je vous propose de rentrer dans le détail. Dans les chapitres qui vont être décrits, ça se lit, mais vraiment, j'ai passé 2 heures sur le doc à travailler dessus. C'est hyper passionnant. Si vous avez un doc à lire aujourd'hui, c'est celui-ci. Il y a des critiques, on peut toujours trouver des critiques, mais vous allez avoir un avantage, c'est qu'à la fin de la lecture de ce document, quand vous allez mettre vos applications vers le cloud, ou vous décidez de faire un choix de dire je vais faire une entreprise non on-premise, mais tout dans le cloud, bah vous savez ce qui vous attend. C'est un des avantages. Après, vous êtes grand, vous êtes responsable, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la description de toutes les menaces qui ciblent les fournisseurs de services cloud. Donc il y a toute une liste qui est expliquée, il y a un glossaire qui est hyper actionnable, c'est-à-dire que n'importe quel dirigeant peut lire ce document, aussi bien que des experts dans des équipes de réponse à incidents. Donc les attaques à fin lucrative, il y a les rançongiciels classiques, on est sur plusieurs incidents notables qui ont été impliquant du chiffrement qui a été mis en exemple en utilisant Logbit avec les failles Citrix. Il y a le vol de données d'identification, la compromission d'Okta spécialisée en gestion d'identité a été un des exemples, compromission de la chaîne d'approvisionnement. Après, il y a les attaques à fin d'espionnage. Donc, il y a Microsoft qui a été ciblé par Storm 558 et Nobelium. Il y a l'exploitation de vulnérabilités les fameux 0 day. Il y a les attaques par déni de service.
Ensuite, les menaces qui arrivent, ce que j'appelle le troisième étage de la fusée, c'est les menaces ciblant les clients du service cloud. Donc vous avez des attaques à des fins lucratives, vol de données, latéralisation des attaques pour on-premise vers le cloud, attaques à des fins d'espionnage. Ce qui est intéressant, les attaques à fin d'espionnage, c'est qu'on va parler de la compromission des messageries cloud, les techniques de furtivité avancées, mais on arrive après derrière les attaques à des fins de déstabilisation. Ça, c'est nouveau. Il y a 3 ans, aucune équipe de réponse à incident ou aucune équipe d'architectes, quand ils disaient on va se mettre dans le cloud, on parlait de déstabilisation. On voit qu'il y a du chiffrement et destruction de services cloud. Mango Sandstorm, un groupe iranien, a supprimé des environnements cloud Azure d'organisations israéliennes après exploitation de la vulnérabilité de Log4Shell. Prépositionnement sur des infrastructures critiques. Vol Typhoon, un groupe APT chinois, a été observé essayant de pivoter d'un environnement on-premise vers le cloud. Il y a les menaces ciblant les technologies de virtualisation. Les infrastructures cloud reposent sur la virtualisation créant des vulnérabilités spécifiques. Rançongiciel ciblant VMware ESXi, vulnérabilité 0D exploitée, type par UNC 3886 qui est lié à la Chine, qui a ciblé VMware vCenter en exploitant la CVE 2023 34048, compromettant plusieurs entités. Et enfin, il y a le cloud qui est utilisé comme infrastructure d'attaque. Les attaquants vont exploiter les services cloud pour leur propre campagne. Hébergement de C2 de stockage de données volées, Microsoft OneDrive et Google Drive sont couramment utilisés comme infrastructure d'attaque. Obfuscation des flux, des Remote Access Tools, les fameux RAT comme Gogra et OneDrive Tools qui utilisent des API cloud pour masquer leur communication. Phishing et cybercriminalité, la compromission de comptes cloud est utilisée pour envoyer des emails d'hameçonnage en usurpant des identités légitimes. Alors dans le document, on retrouve des recommandations. C'est génial, il y a 36 recommandations qui sont ultra actionnables. Ça, vous n'êtes pas forcé de suivre les 36 si vous trouvez ça trop lourd, mais vous décidez de mettre vos applications dans le cloud, vous cherchez pas, vous suivez ce doc, c'est une ligne rouge, c'est un petit guide, c'est une petite bible, ça dépasse l'état de la menace, ça donne une très grande leçon pour ceux qui font des états de la menace dans leurs équipes de réponse à incidents. Moi, j'ai pris une claque. En 46 pages, sur ce sujet-là, c'est spectaculaire le niveau qualitatif. Alors, on peut critiquer, il y a des points... ils se sont calmés au niveau de l'agence, au niveau des traductions, malgré que ce soit une directive française. On a évité les environnements nuagiques. On parle du cloud. Enfin, il y a des termes anglophones qui sont passés. Mais en dehors de ça, ce doc, c'est une tuerie, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Donc, il y a des recos. La conclusion, si vous devez lire un doc, c'est celui-ci. Et il ne faut pas oublier que l'essor du cloud computing. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire je n'irai pas dans le cloud. Tout le monde va dans le cloud. On n'a pas beaucoup de choix, il y a pas beaucoup d'alternatives. Les solutions on-premise disparaissent une par une. Et l'essor du cloud computing s'accompagne d'une augmentation significative d'attaques visant les CSP et leurs clients. L'exploitation des vulnérabilités, les compromissions via des comptes légitimes et l'usage du cloud comme infrastructure d'attaque sont vraiment les tendances majeures en 2025. Donc je ne vais pas me répéter, c'est propre, c'est clair, c'est actionnable. En tout cas, merci beaucoup, cher auditeur, pour avoir posé cette question. C'était surprenant, c'est la première fois qu'on avait une question par SMS. J'ai pris un plaisir coupable, mais vraiment coupable, à étudier ce document avec un bon chocolat chaud au coin du feu. Il est 5h08 du matin et j'y suis depuis 2 heures. Donc voilà, j'ai vraiment passé un peu de temps et c'est hyper cool. En plus, c'est en bon français, c'est pas écrit avec une IA, c'est quelque chose de hyper agréable à lire. Utilisez-le, faites-vous plaisir. Par contre, la partie référence, ils ont fait, il y a pratiquement 2 pages sur les références. Ça, c'est mort. Personne va aller voir, va checker les références une par une. Sinon, vous avez vraiment beaucoup de temps. Mais avec ce document, si vous devez faire de la validation de migration d'environnement vers le cloud, n'hésitez pas, quoi. C'est une dinguerie. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 26 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message. Maintenant, je vois, vous envoyez des messages soit sur le répondeur, soit sur l'adresse email radiocesseur@gmail.com ou par SMS. Pourquoi pas? Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je fais mon cours d'anglais et je pars au Cybercampus. Donc, si vous voulez boire un petit café, ça sera avec plaisir. Au revoir.